À 16-17 ans, on fonde un théâtre à Scarbeck, dans une cave, qui va s'appeler l'Esprit Frappeur. Ça, c'est l'Heureux. C'est l'Heureux. Et Berenbaum aussi. Et Berenbaum est déjà dans la bande. Et on crée la Cantatrice Chauve. On est en 63. Et je joue dans la Cantatrice. Je joue Monsieur Martin. Et à ce moment-là, je commence à me dire que je devrais faire l'INSAS et faire des études de théâtre ou éventuellement de cinéma. D'autant plus que à Scarbeck, à l'Athénée, on avait eu un prof qui était prof de néerlandais, mais qui était aussi prof de cinéma, qui s'appelait André Delvaux. Et puis je me dis, oui, mais Delvaux, il n'a pas fait l'INSAS, puisqu'il a créé l'INSAS. Elle n'existait pas dans sa jeunesse. Qu'est-ce qu'il a fait, Delvaux? Il a fait les germaniques à l'ULB. Je me suis dit, c'est peut-être ça la voie royale, c'est de faire les germaniques. Parce qu'au moins, on ne perd pas les 4 ans d'études, on apprend les langues. Et comme, bon, j'étais vaguement bilingue quand même, puisque mes parents étaient flamands, je me disais, j'ai une longueur d'avance, puisque je connais un bout de néerlandais. Et en plus, j'avais vraiment envie de lire les auteurs que j'admirais dans leur langue. Et j'étais déjà un lecteur de Shakespeare, j'étais déjà fasciné par le théâtre allemand. Je me disais, grâce à ça, je vais pouvoir lire cette littérature directement. Et la faire connaître par le biais du journalisme. Et ça, c'est passé après, ça, c'est venu après. Et de la traduction, etc. Et alors, je suis en train de multiplier toutes les fonctions. Ça a tout provoqué, mais il a fallu, comme vous dites, qu'il y ait un maître. Jacques, tout en lisant dans le texte même, je veux dire, Shakespeare, bien sûr, les anglo-saxons, et puis Boto Strauss pour le théâtre allemand, en fait. Alors là, il y a eu le théâtre classique, et puis des rencontres décisives comme Brecht, par exemple, et puis alors la possibilité, justement, d'aller lire les auteurs qui n'étaient pas encore traduits. Alors, quand un auteur n'est pas encore traduit, qu'est-ce qu'on fait? On le traduit soi-même. Et c'est ce que j'ai fait avec Boto Strauss. C'était dans les années 70. Strauss venait de démarrer comme dramaturge, comme auteur dramatique, puisqu'il était déjà dramaturge de Peter Stein. Et je me suis mis à traduire ces pièces et à les faire circuler. Et à un moment donné, un théâtre a monté pour la première fois Boto Strauss en Belgique, c'était le Rideau de Bruxelles, dans ma version. Voilà. Et nous sommes dans les années 70, elles sont décisives. Il y aura même un livre que vous allez écrire qui s'appelle Septentrio, en jouant sur Septante et Septentrion. Parce qu'il m'a semblé que les 70, c'était quand même un grand moment de notre littérature. Voilà. 69, c'est encore plus grand que vous montez Molly Bloom. Alors là, tout le monde va dire, bon, il y a le Molly Bloom de Decker. Oui, et de Monique. Et de Monique Dorcel, bien sûr. Alors ça se passe de manière tout à fait étonnante. J'étais très lié avec Henri Chanal, qui était un metteur en scène tout à fait extraordinaire, qui est mort accidentellement à l'âge de 33 ans, dans les Ardennes, stupidement, à Trois-Ponts. Il est mort au mois d'août 69, très exactement. Et c'était l'époque où Monique envisageait de faire un spectacle d'après Molly Bloom, sur les conseils d'ailleurs d'Henri Ronse. Et elle me téléphone à ce propos le lendemain de la mort de Chanal. Et j'étais tellement désemparé par cette disparition que je me suis dit, si Chanal est mort, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Donc je peux aussi monter Molly Bloom. Et on a fait ce spectacle. Et c'est vrai que c'est un spectacle que j'ai fait à la fois dans une espèce de vénération pour le texte et une totale inconscience de ce que j'entreprenais. C'était la toute première fois qu'on montait le chapitre final de l'Ulysse au théâtre. Ça s'est fait des tas de fois depuis. C'était la première fois dans le monde. Donc on était vraiment en train de défricher un terrain à nous deux. Monique qui avait l'immense expérience de comédienne qu'elle détenait, et moi qui avait 24 ans, qui lisait quand même le texte original à ce moment-là. Vous êtes parti de l'original ou bien des traductions? En partie. Donc la traduction est prodigieuse. Pourtant, on peut se dire que les études, même fussent-elles universitaires, ne conduisent pas à lire Joyce comme ça couramment, quoi. J'avais jamais entendu parler de Joyce ici à l'ULB entre nous. Oui. Mais on lisait Joyce à ce moment-là comme on faisait des mots croisés. Je veux dire, on s'intéressait à Joyce strictement sur le plan du langage. Oui. Et là, d'abord, j'ai pu vérifier que la version française de Larbaud et consorts était absolument magnifique. Et deuxièmement, qu'elle avait une capacité théâtrale. Et là aussi, c'est une question à creuser. C'est la théâtralité de Joyce, qui est explicable par son extraordinaire fascination pour Ibsen. Et il y a du Ibsen dans Molly Bloom. Il y a du Maison de poupée. Hein. Il y a une filiation là. Et j'ai l'impression que la relative aisance, parce qu'on s'est pas mal arraché les cheveux quand même,
avec laquelle on a pu faire cette transposition était liée à cette potentialité que le texte contenait. Voilà, vous serez fidèle longtemps, et vous l'êtes toujours, à Molly Bloom, mais aussi à Monique Dorcel, puisque vous avez aussi adapté bien d'autres choses par la suite. Alors l'adaptation, venons-en à cela en une seconde, en quelques secondes plutôt. C'est un boulot vraiment caractéristique. Qu'est-ce qui se passe en fait? Moi j'ai cru très longtemps que c'était un peu ma spécialité, que ça le demeurait toute ma vie. C'est-à-dire l'adaptation, c'est plusieurs choses à la fois. C'est soit adapter un texte d'une langue étrangère et la transposer vers sa langue, c'est partir d'un matériau sous une certaine forme littéraire et en faire autre chose, par exemple faire une pièce avec un roman, ce que j'ai fait avec Le Rouge et Noir par exemple. C'est prendre une pièce qui traite d'un sujet extrêmement spécifique dans sa langue originale et le transposer dans son propre pays. J'ai fait ça avec une pièce de Michael Frayn sur les architectes qui se passait à Londres et qui dans la version ici se passait à Bruxelles. Donc ce sont différentes opérations qui favorisent, qui font en sorte que les textes augmentent leur valeur d'usage, si on veut. L'adaptateur, il est là pour ça. Mais ça n'a rien à voir avec la démarche de l'écrivain. C'est tout juste une propédeutique sur le plan technique et sur le plan formel. Comment décide-t-il de passer de l'autre côté du miroir aussi? Alors moi, je crois que ça ne peut se passer que sous l'effet d'un choc. Je pense que et un choc qui est à la fois humain et artistique. Les deux vont de pair. Je crois que c'est un constat de manque, un constat de mal-être, un moment où on est vraiment à côté de ses pompes et on ne peut pas s'empêcher de faire le saut. Ça, je crois que c'est le propre de tous les écrivains. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ils font le plongeon? Mais il faut aussi que ce plongeon soit accompagné d'une hypothèse artistique, enfin formelle. Et celle-là, elle s'est produite chez moi en voyant une pièce à Londres d'un auteur très peu connu ici, en fait, qui s'appelle Simon Gray. Et en voyant sa pièce, je me suis dit, tiens, ce théâtre-là, j'y adhère au point que je pourrais même lui emprunter le pas. Et en fait, Petit Matin est une pièce qui a la coloration de ce type, de ce qu'on pourrait appeler une forme de boulevard métaphysique. Et je crois que c'est un registre qui m'a toujours pas mal attiré. Alors, l'écrivain Jacques de Decker, bien c'est une rencontre assez étonnante un jour autour de La Grande Roue. C'était avec l'éditeur en personne, s'était dérangé à la radio. C'était Yves Berger, je me souviens, c'était chez Grasset. Et tout le monde se disait, tiens, c'est astucieux, cette façon d'écrire un récit en boucle, en se débarrassant chaque fois d'un personnage. Il y a beaucoup de choses à la base de La Grande Roue. Il y a d'abord le fait que le projet de départ est théâtral. C'est-à-dire que j'avais un modèle, la pièce existe, elle est très connue maintenant, c'est La Ronde de Schnitzler. Et elle me paraissait tellement parfaite, cette pièce, que je voulais démontrer qu'elle était comme une espèce de modèle prosodique, comme si c'était un sonnet, et que Schnitzler aurait écrit le premier archétype de cette forme-là, et qu'on puisse la rééditer, qu'on puisse la réexploiter. Donc je pensais en faire une autre pièce, mais une pièce contemporaine qui se déroulerait effectivement à Bruxelles. Et puis, c'est devenu un roman dès les premières lignes, malgré moi. Et je crois que c'est lié à un autre désir, qui était le sentiment que Bruxelles était une ville méconnue littérairement, qui est ma ville, qui est une ville que je trouve fascinante et inépuisable, et surtout vierge. C'est l'avantage, justement, de ne pas être connue littérairement, c'est qu'elle n'a pas été exploitée. C'est-à-dire qu'on n'a pas de clichés, on n'a pas de passage obligé, on n'est jamais sur les plates-bandes d'un autre. On peut exploiter cette ville assez librement. Et l'incidence de la ville a fait que j'ai été amené à faire ce que je ne fais jamais au théâtre, c'est-à-dire d'écrire, m'immerger, créer des atmosphères, travailler sur le silence, travailler sur la méditation, sur la contemplation, etc. Et ça a donné cette ronde. Ouais. Cette grande ronde, on peut dire. Oui. Grande ronde. Oui. Et le rapport à l'actualité, justement. Dans Le ventre de la baleine, qui est un livre qui part en quelle année, lui? Ça paraît en 96. 96. Ouais. Et là c'est... On en parle encore aujourd'hui, on en parle encore ces jours-ci, c'est l'affaire Coles, quelque part. Mais ça, Coles a été assassiné en 91. Oui. Le jour même de l'assassinat, j'ai fait un cauchemar.
que je n'ai pas pu séparer de l'incident lui-même. Une espèce de plongée dans les fonds marins, un affrontement aux monstres sous-marins. Et je n'ai pas pu résister au fait d'associer poétiquement cette espèce de tératologie à l'affaire en question. Mais je m'attendais vraiment à ce qu'on y voit clair au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, enfin qu'un processus judiciaire se mette en place et que bon, la lumière soit faite. Quand j'ai écrit le bouquin, c'est en 94, 95, 96, j'ai eu l'impression qu'il fallait mettre les mains dans le cambouis parce que rien n'avançait. Et on vivait à cette époque, je ne sais pas si vous en souvenez, ici en Belgique, un peu sous un couvercle. Enfin, on avait l'impression d'une société bloquée, et bloquée sur ses mystères aussi. Les tueurs du Brabant, Coles, et puis après, il y aurait Julie Mélissa. Et je pense que le livre se ressent de ça, se ressent d'une société dans laquelle on essaye tout doucement de sortir du tunnel sans y parvenir. Et c'est la dimension, je dirais, inévitablement politique de la fin de Parade et du vent de la baleine qui m'étonne moi-même, parce que mon propos, mes préoccupations sont naturellement beaucoup plus intimistes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie des gens, effectivement, c'est les relations entre les êtres. C'est le théâtre, en quelque sorte. Oui, c'est ce qu'il y a dans le théâtre. C'est un théâtre avec des drames sentimentaux, avec des couples difficiles dans leurs relations. C'est l'abolition du 4e mur, c'est le voyeurisme du spectateur. Oui. Je ne mets en scène que des affrontements qui se passent sans témoin. J'ai coutume de dire que n'importe quelle des conversations de mes pièces s'arrêterait si une personne passait la porte. Donc elles m'intéressent justement dans cette mesure où elles ne sont pas visibles et pas audibles. Donc le théâtre sert à ça. Alors pourquoi est-ce que le collectif finalement s'est introduit là-dedans? Mais parce que tout simplement la société m'y a poussé. Et je crois qu'on a vécu dans la dernière décennie du XXe siècle ici en Belgique. On le disait d'ailleurs à l'époque. On disait que la Belgique était un pays laboratoire, que c'était un pays où on pratiquait des espèces d'expériences risqué à petite échelle pour essayer de voir ce que ça donnait. Et je crois que c'est de ça que ces bouquins sont la répercussion. Alors, l'un des derniers livres que vous avez écrit, c'est « Tu n'as rien vu à Waterloo ». Oui. C'est un beau titre d'abord. C'est un titre qu'on pense à Fabrice, évidemment. Et à Stendhal, justement. Et un peu à Duras. Et à Duras aussi, un peu, oui, c'est vrai. Mais j'ai relu un peu ce qu'en disait Thierry Leroy dans Le Quart des Instants. Et le titre était bon. « Les gens normaux sont tous exceptionnels ». Oui. Mais c'est ma conviction profonde. Ça, c'est assez étonnant. Et alors, il ajoutait, en reprenant une citation, d'universitaire sans doute, hein. Oui. Non, je rigole. De Françoise Giroud, dans Leçon particulière, on dit des choses importantes que personne n'entend, et voilà qu'une phrase improvisée creuse un sillon. Que de sillons creusés. Que de banalités sont devenues des vérités absolues qu'on fait au départ. Oui. Mais je crois que... Ça, vous pensez vraiment que les gens normaux sont tous exceptionnels? D'abord, il n'y a pas de gens normaux, certainement pas. Il n'y a pas d'exception. et tout le monde est exceptionnel parce que chacun est singulier, parce que chacun est un monde. Et chacun est une sorte d'équation étrange, combinée à sa manière, comme d'ailleurs aucun ADN ne ressemble à un autre. Donc j'ai l'impression que l'écrivain, lui, il peut s'intéresser à ça. Il peut aller le plus loin possible dans une sorte d'infiniment petit qui reflète le cosmique à la limite. Et pour moi, un personnage est toujours inépuisable. C'est pour ça aussi qu'en général, comme vous disiez tout à l'heure, je les largue en cours de route, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire que de s'en séparer brutalement. Sinon, on resterait indéfiniment. Le petit poussé sur les bras, quoi. En fait. Exactement. Et ça peut être embêtant. Jacques, on se disait aussi que Stendhal, on vient d'évoquer. Stendhal, Balzac, Flaubert. Oui. Non, moi ma famille, c'est Stendhal. Oui. Stendhal. Je crois que c'est une question d'abord de légèreté, enfin de recherche de légèreté. Une certaine, sinon, quête, du moins goût du bonheur. Considérer que le bonheur est possible, mais difficile. C'était le premier titre envisagé de La Grande Roue, c'était le bonheur difficile. C'est cette attention aussi, cette manière aussi d'être insaisissable.
J'aime assez bien qu'on dise de moi qu'on ne sait pas très très bien me situer. Ouais, Ça m'arrange. ça vous arrange bien. Ça m'arrange bien.